Merci de nous rejoindre sur la citoyenne. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h45. Cela dit, comme vous le savez, le président de la République, Issoufou Mamadou, a signé hier un décret portant nomination du président du MNSD Nassara Seyni Oumarou au poste du haut représentant du président de la République. Un sujet qui s'est intéressé Oumar Bra Suleiman, suivant son compte rendu. Le premier conseil des ministres du deuxième gouvernement, acte D du premier ministre Bijira Finiteni, le président de la République nomme par décret son haut représentant à la personne de Seyni Oumarou, président du MNSD Nassara, et nouvel allié du pouvoir, un poste qui semble être mal compris par bon nombre de Nigériens, qui estime ne pas être prévu dans la loi fondamentale de la République qui est la Constitution. Mais il n'en est de rien de tout cela. Ce dernier a cette prérogative de le nommer comme tel. Dans le cadre de ses prérogatives à lui, le président de la République. Et dans la Constitution, il y a bel et bien les prérogatives du président de la République et les prérogatives du Premier ministre et du gouvernement. Et elles ne s'interfèrent pas, elles ne se recoupent pas. Et il n'y a pas de conflit possible entre les tenants de deux missions. Le président de la République, qui est le chef de l'État, incarnation de l'unité nationale, responsable du bon fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics, responsable du respect de la Constitution, il fait respecter la Constitution, responsable de l'intégrité du territoire national et responsable du maintien de l'unité nationale, magistrat suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil supérieur de la défense nationale et le président de tout ça. Mieux, le président de la République Issoufou Mamadou n'est pas le premier au monde à faire ce genre de nomination. Ce poste de haut représentant a été créé en Guinée par Alpha Condé, qui à un certain moment donné avait maille à partir avec son opposition, mais il a discuté, il a négocié avec l'opposition, ils sont tombés d'accord, mais il n'a pas dissous son gouvernement, il n'a pas essayé de refaire la constitution, mais il a appelé le chef de file de l'opposition, il l'a mis à côté de lui et il l'a nommé haut représentant. Les hauts représentants fait déjà déléguer le président de la République de toutes les missions, y compris celle de négocier avec ses anciens amis de l'opposition. Si le président de la République veut discuter avec l'opposition, celle qui reste encore comme opposition, il peut très bien charger son haut représentant. Il dit, bon, vas-y voir ces gens-là et puis discute avec eux. Ça, c'est pas le domaine de la primature. L'un de l'autre, Seyni Oumarou est nommé haut représentant du président à la présidence, même si certains parlent du poste du vice-président. Voilà, vous pourrez suivre en fin de ce journal l'intégralité de cette réaction de Sanusi Tambari-Jakou sur la nomination de Seyni Oumarou au poste du haut représentant du président de la République. Par rapport donc à cette nomination du haut représentant du président de la République et à la formation du nouveau gouvernement, je vous propose de suivre les réactions de quelques citoyens nigériens. Moi, ce n'est pas la taille qui est aussi importante, mais nous sommes dans un contexte où vraiment l'économie de ce pays fait peur et ça fait même pitié. Et quand j'aurais appris qu'à la tête de ce ministère des Finances, il a été nommé quelqu'un qui n'est pas un financier, du coup vraiment j'avais eu froid et ça me fait peur. Je ne pense pas si vraiment d'ici là, la situation économique que nous sommes en train de vivre, est-ce que le nouveau responsable là, il est capable quand même de surmonter tous ces défis-là. Au regard de la promesse faite par le MNSD d'apporter un changement en venant de la majorité, les gens étaient surpris de se retrouver avec 42 ministres ou 43. Je pense que au regard aussi de la critique qui a été faite par rapport au gouvernement précédent, que 42 ministres, une quarantaine c'est trop pour le pays. Une quarantaine c'est trop pour des raisons qui sont simples. D'abord, notre pays fait face à l'insécurité, notre pays fait face à d'innombrables difficultés
dans le sens de la collaboration avec les partenaires sociaux, notamment le secteur de la santé et de l'éducation. Et au regard de tout ce que je viens de citer, nous estimons qu'il fallait faire un gouvernement d'une trentaine de personnes pour avoir moins de charges pour le pays, parce qu'on sait ce que coûte un ministre pour le Niger. Maintenant que c'est fait ainsi, on observe simplement que le président de la République a donné satisfaction à la pléthore des partis politiques qui ont créé des partis politiques exactement pour ce genre de choses. Vous constatez que tous les présidents des partis politiques sont des ministres, comme si il s'agit seulement de créer un parti politique pour être ministre, et la preuve est là. Ça encourage normalement la création à tort et à travers des partis politiques, ça encourage le non-respect des valeurs démocratiques. Et le président de la République l'a nommé, je ne sais pas, haut représentant. Bon, les constitutionnalistes vont parler, après nous on va rentrer pour dire ce que nous pensons. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne se prend pas. Il faut lui aussi qu'on le case, comme on a casé les 6 ministres qu'il a apportés. Compte tenu de la situation que vit le Niger actuellement, former un gouvernement, d'abord un premier gouvernement a été formé de 40 membres dont la majeure partie des Nigériens étaient contre le nombre du gouvernement. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec un gouvernement de 42 membres. Et moi je dirais que 42 membres c'est vraiment pléthorique compte tenu de la situation, je le disais bien, du pays. Parce que ce n'est pas le problème du nombre, mais c'est la charge que ces ministres vont prendre, que ces ministres vont conserver et vont consommer en termes de finances. Nous souhaitons quand même que le nombre, la façon dont le gouvernement est pléthorique, et le gouvernement est de 42 membres, que ce résultat soit un résultat meilleur pour le Niger. C'est ça notre souhait. Et si aujourd'hui on crée encore un poste de haut représentant du président de la République, là nous disons encore que c'est une autre charge encore pour la nation. Maintenant, nous c'est d'abord la condition réglementaire de ce poste. Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est prévu par la Constitution? Et là, nous donnons vraiment, nous attendons le commentaire juridique que feront les constitutionnalistes. Et cette dépêche qui vient de nous parvenir, en effet, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative vient d'annuler le concours de recrutement direct de 452 agents au titre du ministère de l'économie et des finances. Ce concours donc a été annulé suite aux graves irrégularités constatées par la ARCIA au cours de son enquête menée à cet effet. Il ressort donc de ce concours autre grief, des copies non retrouvées, des notes rehaussées aux candidats et des anonymats fantaisistes. Nous y reviendrons sur cette décision dans nos auditions prochaines. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a un nouveau patron. Ibrahima Traoré a été reçu ce matin par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Ibrahim Yacoubou. Après la présentation de la lettre de cabinet par le nouveau patron du HCR, les deux hommes se sont entretenus. C'était dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. Suivez.
Autre aspect de ce journal, le ministre de la Jeunesse des Sports sortant, Salissou Ada, a rencontré ce matin ses proches collaborateurs ainsi que l'ensemble des fédérations sportives nigériennes. Il s'agit d'une dernière rencontre entre Salissou Ada et ces derniers. Des précisions dans ce compte rendu de Hamza Moukela. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. C'est le sens que l'on pourrait donner à cette cérémonie de revoir organisée par le ministre de la Jeunesse et des Sports sortant, M. Salissou Ada. À la veille de son départ, ce dernier a tenu à rencontrer l'ensemble de ses proches collaborateurs. Au regard de la collaboration que nous avons eue au niveau de cette maison-là, pendant les 6 mois de collaboration, il est de mon devoir de réunir ce beau monde pour leur dire merci. Merci pour tout l'accompagnement, non seulement des cadres techniques, mais aussi des différents acteurs du mouvement sportif du Niger. Parce que je dois l'avouer, j'ai été émerveillé de la collaboration que j'ai eue avec ces différents partenaires. 6 mois passés à la tête de ce département ministériel, Salissou Ada repart avec le sentiment d'avoir apporté sa contribution à l'épanouissement de la jeunesse et à l'émergence du sport au Niger. Je quitte avec le sentiment d'avoir essayé de faire quelque chose. Comme dira l'autre, on n'a jamais le temps pour faire tout ce qu'on a besoin de faire pour un secteur. L'État est une continuité. Le ministre qui viendrait me remplacer, je suis convaincu qu'il s'alliera sur cette position. Ses collaborateurs gardent de lui l'image d'un travailleur amoureux du sport et proche de la jeunesse, ouvert à toutes les doléances des différentes fédérations sportives du Niger. Aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salissou Ada, a réussi. Il a réussi pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur que tous les ministres qui ont passé, mais parce qu'il a su écouter le mouvement sportif. Il a su écouter tous les acteurs, que ce soit ses cadres, et il a su nous mettre ensemble pour collaborer de façon à atteindre une réussite. Pour un exemple palpable, et moi au niveau du taekwondo, le ministre a permis à ce que un champion que nous avons travaillé, que nous avons poli et clos, et soit vraiment une icône dans ce pays. Cette cérémonie a été sanctionnée par une photo de famille. Dans l'après-midi de ce vendredi, interviendra la passation de service entre Salissou Ada, ministre sortant, et Kassom Mokhtar, qui prendra désormais les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, comme l'annonçait Hamza Moukela, cet après-midi a lieu la cérémonie de passation de service entre le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassom Mokhtar, et le ministre sortant, Salissou Ada. Oumarou Abdou, Ibrahim Soumaïla pour le point. Le mercredi passé, le deuxième gouvernement de la 7e République a été rendu public. Ainsi, Kassom Mokhtar, précédemment ministre des Domaines et de l'Habitat, a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports en remplacement de Ada Salissou. La cérémonie de passation de service entre le ministre sortant et le ministre entrant a eu lieu ce vendredi après-midi en présence des hauts cadres du dit ministère. Moment plein d'émotion lorsque le ministre sortant a pris la parole. Salissou Ada a demandé au cadre du ministère d'accompagner le nouveau ministre. Il a également cité quelques dossiers en instance qui attendent le ministre. Au niveau de la direction générale des sports, nous avons un certain nombre de défis. Défis qui sont urgents, qui constituent à la prise en charge de ces frais d'entraînement pendant les 4 ans à venir pour les préparer aux Jeux olympiques de 2020. Nous avons également la prise en charge de ces études. Vous étiez au stade dans le cadre de préparation de la qualification du MENA cadet pour la CAN 2017 des moins de 17 ans. Nous avons été qualifiés pour ces phases finales et nous avons beaucoup de dettes vis-à-vis de ces jeunes, il faut le dire, qui sont comme des jeunes Nigériens qui ont la passion de jouer, qui ont
l'engagement de se faire un nom au soleil et qui ont l'ambition de faire parler un bien du Niger. Ils méritent d'être accompagnés, ils méritent d'être encadrés. À l'heure où je vous parle, nous n'avons donné aucune prime de match à ces jeunes. Prenant à son tour la parole, le nouveau ministre a dit prendre note. Je retiens deux choses. Malgré toutes les difficultés liées aux ressources et à tous les défis auxquels notre pays fait face, vous avez relevé effectivement, nous avons ici des hommes d'expérience, et je pense que c'est ça l'essentiel. Le nouveau ministre doit bien retrousser ses manches. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est l'un des ministères les plus difficiles à gérer. Il doit surtout faire attention à certains oiseaux de mauvais augure qui vont vouloir graviter autour de lui. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé ce matin un point de presse relatif à l'évolution de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui se vit dans les districts sanitaires de Tintabradin et de Tassara dans la région de Tawa depuis le mois d'août dernier. Suivez des précisions avec la rédaction. Il ressort de ce point de presse qu'à la date du 19 octobre 2016, après l'ouverture du centre de prise en charge des personnes atteintes, 87 cas ont été enregistrés, dont 11 décès, soit un taux de létalité de 12,64%. Et dans ces 87 prises en charge par le centre, 57 sont totalement guéris et 19 suivent actuellement les soins, affirme le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Comme on le constate, depuis l'ouverture du centre de prise en charge, le nombre de décès a significativement diminué. Cette situation peut s'expliquer par le recours précoce au centre de soins, la détection précoce des cas et l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Pour une prise en charge totale des malades et mieux éradiquer cette épidémie, le ministère de la Santé publique est appuyé par des partenaires. D'ores et déjà, une équipe de l'Institut Pasteur de Dakar est en place depuis le 10 octobre 2016 avec pour objectif de faire la confirmation des prélèvements, ce qui veut dire que désormais les échantillons seront traités sur place ici à Niamey. Il faut également saluer l'arrivée depuis quelques jours d'une équipe de la FAO pour apporter son appui aux services vétérinaires. Au terme de son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a lancé un appel à l'endroit de la population, notamment des zones concernées, à se présenter au service de santé dès l'apparition des premiers signes, à savoir, entre autres, forte fièvre brusque, maux de tête, douleurs musculaires, pour recevoir les traitements appropriés. Comme vous le savez, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS a observé un arrêt de travail avec service minimum de 72 heures et qui a pris fin ce vendredi 21 octobre 2016. Il ressort au cours de ce mouvement un bilan très satisfaisant, n'est-ce pas, Rukayatou Bouloïdou? Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS a observé une grève de 48 heures du 19 au 20 octobre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Un mot d'ordre exécuté par les agents de la santé et qui a conduit à un bilan très satisfaisant. Notre grève a fini hier à minuit, puisque c'est 48 heures. Et avant qu'elle ne prenne fin, hier soir, nous sommes réunis pour faire le bilan. Et le bilan est très satisfaisant, j'ai dit, au regard des images, des échos que nous avons eu des régions. Toutes les régions ont observé la grève plutôt. Et par rapport à tout ce que nous avons pu faire avec le ministère de la Santé publique dont nous ne sommes pas entendus, la réunion s'est félicitée hier d'abord de notre engagement à pouvoir défendre les intérêts matériels et moraux des militants et mieux à améliorer les conditions d'accès aux services de santé à la population. Parce qu'en réalité, les 3 points de notre grève
ne font que contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Quand nous avons fait notre réunion bilan, nous sommes dit, nous avons un nouveau ministre qui vient d'arriver, qui va s'installer. La réunion a pris l'engagement de le laisser s'installer d'abord, montrer à l'opinion nationale et internationale, au fait, nous sommes aussi soucieux de l'avenir de notre pays. Il n'y a pas qu'à travers la grève qu'on va trouver une solution. Nous pouvons lui donner le temps de s'installer. Nous allons lui transmettre les doléances de SUSAS qu'il va examiner et qu'il va ouvrir des négociations avec nous pour qu'on arrive à trouver vraiment la solution aux différents problèmes. Notons que le SUSAS est un syndicat créé pour défendre les intérêts matériels et moraux des professionnels de la santé. Il demande par ailleurs au nouveau ministre de la Santé publique d'avoir une oreille attentive à l'ensemble de leurs revendications. Cérémonie de réception ce matin d'un important don offert par la République fédérale du Nigeria à notre pays. Un don composé de pesticides et d'appareils de traitement. La cérémonie s'est déroulée au sein de la Direction générale de protection des végétaux. Des précisions avec Abari Ousmane, Philippe Tchao. Aider le Niger à vaincre les ennemis des cultures, c'est l'objectif visé par l'État fédéral du Nigeria à travers ce don en pesticides et appareils de traitement. Il s'agit exactement de 18 000 litres d'insecticides et de 200 appareils de traitement réceptionnés par le ministre délégué chargé à l'élevage, M. Mohamed Boucha. Un geste qui traduit fortement l'excellente relation de coopération entre nos deux pays. C'est le lieu de féliciter et d'encourager le secrétariat de la commission mixte nigéro-nigérienne de coopération pour tous les efforts qu'elle continue à déployer dans les divers domaines de coopération entre nos deux pays. C'est dans celui de la lutte contre les ennemis des cultures en particulier. En effet, les attaques des sauteriaux auxquelles s'ajoutent celles des insectes floricoles, des chenilles et des oiseaux granivores nécessitent chaque année d'importants efforts de surveillance et de lutte de la part de nos services chargés de la protection des végétaux. Cela suppose évidemment d'importants investissements que nos États sont obligés de consentir, notamment pour l'acquisition de pesticides, appareils de traitement et équipements de protection. La campagne agricole d'hivernage qui s'achève n'a pas échappé à la règle. Au contraire, la pression des divers prédateurs a été relativement forte cette année, en particulier dans les régions frontières avec la République fédérale du Nigeria. C'est ainsi qu'à la date du 10 octobre 2016, des traitements terrestres et aériens ont été effectués sur 143 836 hectares dans les régions de Difa, Zender, Maradi, Tawa et Dosso en particulier, contre les sauteriers et les insectes floricoles. Chaque année, la campagne agricole subit la dure loi des prédateurs des cultures. Ainsi, ce don permettra de mener les dernières opérations de lutte chimique dans les zones où les cultures d'hivernage n'ont pas encore bouclé leur cycle et surtout de renforcer notre dispositif de lutte pour la protection des cultures irriguées pour la campagne qui vient de démarrer. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'opposition a de nouveau sorti dans les rues pour contester contre la nouvelle constitution adoptée il y a quelques jours. Les images. Une manifestation de l'opposition ivoirienne contre le projet de nouvelle constitution soumis à un référendum le 30 octobre a été dispersée jeudi à Abidjan par la police qui a interpellé sans ménagement plusieurs leaders politiques avant de les libérer dans l'après-midi. Nous tenons à faire savoir à nos militants, à tous nos sympathisants, que le mot d'ordre est maintenu. À cet effet, le Front du Refus appelle à un giga-meeting le samedi 22 octobre dès 9h du matin à la place Figayo de Yobo. Le chemin que nous montrons, c'est le chemin de la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire.
C'est la désobéissance d'une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. Nous ne voulons pas de cette constitution. Un important dispositif policier anti-émeute avait été déployé jeudi matin face à une centaine de personnes du Front du Refus qui avaient appelé à manifester à un carrefour important à l'entrée du plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Après avoir prévenu les opposants que la manifestation n'était pas autorisée, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et interpellé plusieurs leaders et élus. Selon le ministère de l'Intérieur, l'itinéraire choisi allait empêcher les travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail. Vendredi dernier, une autre coalition de l'opposition avait annoncé qu'elle boycotterait le référendum sur la nouvelle constitution, un projet qu'il juge rétrograde, démagogique et monarchique. En Éthiopie, les autorités ont procédé à l'arrestation d'une centaine de personnes accusées de troubles pour déstabiliser le régime. Les autorités éthiopiennes ont procédé à l'arrestation de plus de 1500 personnes depuis l'instauration de l'état d'urgence le 9 octobre à la suite de la flambée de violence de ces dernières semaines, a annoncé un communiqué officiel diffusé jeudi par la radio gouvernementale Fana. Selon le communiqué du poste de commandement instauré par l'état d'urgence, 1120 personnes ont été arrêtées dans les villes de Shashemene et Ouest Arsi au sud de la capitale Addis Abeba dans le cadre d'une enquête pour violence et dommages matériels dans cette région. 302 personnes ont également été arrêtées dans la ville de Guji et 110 personnes dans la zone de Kelem-Olega et des centaines d'armes dérobées par les manifestants ont été saisies par les autorités. Ces différentes villes sont situées dans la région Oromo au centre et à l'ouest, où a débuté en novembre 2015 un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans, qui s'est étendu depuis l'été 2016 à la région Amara au nord et dont la répression a déjà fait plusieurs centaines de victimes selon les organisations de défense des droits de l'homme. Oromo et Amara représentent les deux principales ethnies du pays et forment plus de 60% de la population en Éthiopie. Les contestataires dénoncent la domination sans partage de la coalition au pouvoir depuis 25 ans et ce qu'ils estiment être une surreprésentation de la minorité des Tigréens aux postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. Aucun incident d'envergure n'a été signalé dans les régions Oromo et Amara depuis l'instauration de cet état d'urgence. Le gouvernement éthiopien a annoncé une trentaine de mesures dans le cadre de cet état d'urgence, imposant de sévères restrictions aux déplacements dans le pays et interdisant la consultation de certains médias d'opposition basés à l'étranger. La liste publiée inclut également un couvre-feu entre 18h et 6h autour d'intérêts économiques stratégiques tels que les usines, les fermes agricoles et les institutions gouvernementales. Plusieurs entreprises étrangères ont été prises pour cible par les manifestants au cours des dernières semaines. En Afrique du Sud, les étudiants poursuivent leur mouvement de grève, mais cette fois-ci, ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. La police sud-africaine a dispersé jeudi à coups de grenades assourdissantes des centaines d'étudiants qui manifestaient à Pretoria pour réclamer la gratuité de l'enseignement supérieur, un mouvement qui paralyse plusieurs universités depuis un mois. Environ 500 étudiants ont défilé à Pretoria depuis le centre-ville jusqu'au palais présidentiel, encadrés par de nombreux policiers. Aujourd'hui, j'étais là pour soutenir les étudiants, les actions pour l'abolition des frais de scolarité. Moi-même, je n'étudie pas avec les gens de mon âge, parce que je ne peux pas payer les frais. Donc je me suis dit que ce serait bien de venir ici et de soutenir le mouvement. Ça va prendre du temps pour y arriver. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, vers la fin. Mais tous les jours, on fait des actions. Ça leur rappelle que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours inquiets. Nous n'avons pas changé d'avis sur la lutte. Les manifestants ont alors jeté des projectiles, notamment des pierres contre les forces de l'ordre, et qui ont riposté avec 2 tirs de grenades assourdissantes. Depuis le mois dernier, les étudiants protestent contre la décision du gouvernement de préconiser une augmentation maximum de 8% des frais universitaires pour l'année 2017. De nombreux heurts ont déjà opposé forces de sécurité et étudiants
et provoquer des dégâts sur les campus. De nombreux manifestants profitent de ce mouvement pour dénoncer la persistance des inégalités raciales dans l'éducation, 22 ans après la fin officielle de l'apartheid. En 2014, 27,5% des Blancs ont décroché un diplôme universitaire contre seulement 5,3% des Noirs qui représentent 80% de la population du pays selon l'Institut sud-africain des relations raciales. Voilà, messieurs et dames, comme je l'annonçais en début de ce journal, nous arrivons à la partie magazine consacrée à l'entretien que nous a accordé Sanoussi Tambari Jakou relatif à la nomination d'un haut représentant du président de la République. Très bonne réception et au revoir. Et numéro 2016, trait d'union 570 PRN du 18 octobre 2016, déterminant les missions du haut représentant du président de la République et portant organisation de ce service. Le décret portant création, il est direct. Tout de suite, il a nommé Sen-Omar haut représentant. Et voici le décret déterminant les missions du haut représentant. On vous dit, article 1er, le haut représentant du président de la République est chargé de, premièrement, l'exécution des missions de représentation du président de la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et deuxièmement, la conduite et la gestion des projets à caractère politique, économique et ou social à lui confié par le président de la République. Faisons l'explication des textes ici. On dit l'exécution des missions de représentation du président de la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il s'agit des missions du président de la République, dans le cadre de ses prérogatives à lui, le président de la République. Et dans la Constitution, il y a bel et bien les prérogatives du président de la République et les prérogatives du Premier ministre et du gouvernement. Et elles ne s'interfèrent pas, elles ne se recoupent pas. Et il n'y a pas de conflit possible entre les tenants de deux missions. Le président de la République, qui est le chef de l'État, incarnation de l'unité nationale, responsable du bon fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics, responsable du respect de la Constitution, il fait respecter la Constitution, responsable de l'intégrité du territoire national et responsable du maintien de l'unité nationale, magistrat suprême, administrateur, comment ça s'appelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil supérieur de la défense nationale, il est président de tout ça. Le président, mais ne gouverne pas comme on dit. Il a ses missions. Il préside le Conseil des ministres, etc. Il signe des décrets, etc. Voilà sa mission. Maintenant, à l'intérieur de cette mission-là, il peut avoir besoin d'être aidé. Il y a le représentant du Niger à la francophonie. Il y a un conseil spécial avec un rang de ministre. Donc, voilà un cas. Si encore il y a un autre domaine où le président de la République veut avoir un haut représentant ou un représentant, il le nomme. Le représentant du président de la République à la francophonie. On peut avoir le représentant du président de la République à l'ONU, le représentant du président de la République à l'Union africaine, le haut représentant du président de la République à la CEDEAO ou à l'UEMOA ou à l'autorité du bassin de lac Tchad, etc., etc., l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, l'envoi spécial du président de la République, qui peut ne pas être obligatoirement le Premier ministre ou un membre du gouvernement du Premier ministre. Le président de la République peut avoir son staff à lui pour envoyer des gens dans ses missions particulières à lui. Si le président de la République, par exemple, veut envoyer un message personnel et particulier à son ami Ibeka, c'est pas le président, c'est pas le Premier ministre ou un membre du gouvernement qu'il va envoyer.
il va envoyer son représentant personnel. Et il est possible même que le Premier ministre ne soit pas au courant. Alors, quel est le problème? Si le président de la République veut, par exemple, se faire représenter à la cérémonie d'investiture du chef de Tessawa, du chef de Madawa, du chef de Dogara, du chef de Ilela, il veut se faire représenter personnellement. Il envoie quelqu'un personnellement, et moi j'ai eu à accomplir ces missions-là, qui n'ont rien à voir avec les missions des membres du gouvernement. Et là, s'il faut essayer de formaliser ça, et d'avoir sur place quelqu'un qui serait chargé de toutes ces missions-là et qui les préparerait d'avance même, et qui préparerait son esprit à le faire, c'est tant mieux, c'est une bonne chose. C'est tout. Et ce poste de haut représentant a été créé en Guinée par Alpha Condé, qui à un certain moment donné avait maillé à partir avec son opposition, mais il a discuté, il a négocié avec l'opposition, ils sont tombés d'accord, mais il n'a pas dissous son gouvernement, il n'a pas essayé de refaire la constitution, mais il a appelé le chef de file de l'opposition, il l'a mis à côté de lui et il l'a nommé haut représentant. C'est tout. Et surtout qu'ici, on vous dit, il faut bien retenir qu'il est chargé de la conduite et de la gestion des projets à caractère politique, économique ou social à lui confiés par le chef de l'État. Des questions à caractère politique. Par exemple, si le président de la République veut discuter avec l'opposition, celle qui reste encore comme opposition, il peut très bien charger son haut représentant. Je dis, bon, vas-y voir ces gens-là et puis discute avec eux. Ça, c'est pas le domaine de la primature et du gouvernement, c'est le domaine donc du président de la République qui continue à tendre la main. Il peut dire à Saint Omar, écoute, bon, j'ai tendu la main, tu es venu, maintenant je continue à tendre la main. Il y a certains de tes camarades ou de tes collègues de l'opposition qui ne sont pas venus, je te charge d'aller les voir pour discuter avec eux jusqu'à ce que l'affaire s'arrange. C'est une mission de haut représentant. Actuellement, nous avons le problème du second en chef de la rébellion Toubou de Ouagadougou, qui est en train de vouloir réveiller une rébellion. Mais dans le cas où le président de la République veut prendre contact avec lui, ou veut faire prendre contact avec lui, il peut envoyer son haut représentant pour lui dire, écoute, cherche-moi ce type-là, et puis bon, ben, essayer de discuter avec lui. Mais bien avant l'annonçation du haut représentant, le président de la République a toujours évolué dans ses dialogues d'activité, a envoyé d'autres personnes qui le représentent tout simplement. Moi, personnellement, sous Barry, sous le régime du président Barry, j'ai accompli en 1996-97 de très grandes missions politiques à l'extérieur et même à l'intérieur du pays. Malgré l'existence d'un Premier ministre et d'un ministre des Affaires étrangères, j'avais représenté le président Barré à 3 reprises au moins dans des sommets où c'était lui le chef de l'État qui devait y être. Et si ce n'est pas lui le chef de l'État, si c'était officiel, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Mais je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. J'ai représenté le chef de l'État, le président Ibrahim Barré Manassa, au sommet de l'OCI, en tant que chef d'État, sommet tenu à Rabat, en 1997. Je l'ai encore représenté à l'investiture du président Rawling du Ghana qui venait d'être réélu. Je l'ai représenté aussi en Jordanie pour aller participer à une réunion arabo-africaine, etc. Et il y avait pourtant le Premier ministre, il y avait le ministre des Affaires étrangères, mais il a fait de moi son haut représentant personnel. Même si je n'avais pas le titre, c'était comme ça. Et ici, à l'intérieur du pays, bon, j'ai eu aussi à accomplir ce genre de mission. Vous voyez? Puisque vous avez déjà accompli ce genre de mission, est-ce à dire que le président, autour de nous, ne peut pas avoir d'autres personnes aussi à qui il a confiance, qui peut aussi envoyer pour accomplir ce genre de mission?
Pour ne même pas nommer quelqu'un, c'est ça? Oui, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez tout simplement dire que avec tout ce qu'il a sous la main comme personnel et comme personnalité, il peut absolument. Mais ici, Louis-Pierre, on fait beaucoup. Il y a une mission qui va être accomplie, qui va être formalisée, et il y a quelqu'un auquel on va donner cette mission, et c'est quelqu'un-là, il est de l'opposition, il est venu aider le pouvoir à travailler. Eh bien, voilà. Et que bien avant lui déjà la mission, il y a plusieurs gens qui exécutent. Eh bien, tant mieux ou tant pis, Sen Omar est député à l'Assemblée nationale, c'est lui le président du MNSD national. Il a répondu à l'appel du président de la République pour venir travailler avec lui. Et on ne peut pas, pour le moment, avec son rang en tant que président du parti, on ne peut pas lui donner un poste de ministre simple ou un poste de comment ça s'appelle, de ministre d'État chargé de ceci ou de cela. Tout ça, on voit que ça ne cadre pas avec sa position. Il va être sous les ordres d'un Premier ministre. Et bien pour qu'il ne travaille pas sous les ordres d'un Premier ministre ou d'un président de l'Assemblée ou de qui que ce soit, on le met à côté du président de la République. Il ne dépend que du président de la République. Il ne peut recevoir des ordres et des instructions que du président de la République. C'est très honorable. Et c'est un conflit. Et ça sera un collaborateur du président de la République que le président peut consulter à n'importe quel moment, à propos de n'importe quelle circonstance. Il peut le consulter en tant que conseiller spécial, son représentant, contribuer. Il peut venir. Par exemple, actuellement, nous avons le problème de l'Américain qui a été kidnappé à Balak. Bon, dans certaines circonstances, quand il y a des personnes ravies ou kidnappées par des rebelles, il y a toujours d'autres personnalités spécialisées qu'on utilise pour ça. Mais sur le plan politique, on peut utiliser même Sen Omar. On dit, Sen Omar, écoute, il faut nous aider à trouver ceux qui ont kidnappé ce monsieur-là et puis à négocier ou à aider à négocier avec lui. Tout ça, ça peut être la mission d'un haut représentant du chef de l'État. Avec même lui, on a... Oui, mais qu'importe, de toutes les façons. Et ça n'exclut pas à ce qu'on cherche à se faire aider par des personnes aussi compétentes dans plusieurs domaines que Sen Omar.